Bonsoir. Donc pour ceux qui sont aujourd'hui connectés en live sur notre chaîne YouTube Les Premières Sud, je vous souhaite la bienvenue pour l'événement à la rencontre des repreneuses. Aujourd'hui, un moment très particulier parce que nous sommes dans la librairie Masséna, accueillis donc par Marie Serra, la fameuse repreneuse, en tout cas une des deux qui va intervenir aujourd'hui. Le live va commencer dans moins de 5 minutes, donc je vous demande un petit peu de patience. Voilà, il y a eu quelques ajustements techniques. En tout cas, j'espère que vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. Est-ce que tout le monde peut venir s'asseoir pour qu'on puisse commencer ? Est-ce que tout le monde est là ? Parfait. C'est bon. Je vais accueillir du coup Marie et Aurore, s'il vous plaît, si vous pouvez venir avec nous au niveau de la table ronde, des chaises. Merci. Tout le monde nous entend. Voilà, merci d'accueillir Aurore. C'est la première fois que je fais un live, donc il faut que je gère à la fois le public et le live. Voilà. Administratrice TV, merci. Marie, Aurore, vous prenez la place que vous voulez. Est-ce que tout le monde est bien assise ? Alors, je dois mettre Julie et Amine, s'il te plaît, je suis désolée. Est-ce qu'il y a encore des chaises ? Tout le monde est assis ? Ouais, super. Voilà, on s'installe. Très heureuse d'être ici ce soir. Alors, c'est notre première édition à la rencontre des repreneuses. Alors, je vais me présenter rapidement. J'aurai l'occasion de reparler des Premières Sud tout à l'heure. Donc, Sybille Sanchez, en charge donc, de l'antenne Côte d'Azur Les Premières Sud. Une association qui accompagne les femmes à la création, mais également à la reprise. Et donc, nous organisons, au-delà de l'accompagnement des programmes, des événements pour sensibiliser, pour inspirer des femmes et des équipes mixtes à la reprise. Puisqu'aujourd'hui, seulement 5% des femmes reprennent des entreprises. Et pourtant, il y a énormément d'entreprises à reprendre sur le territoire. Et donc pour cette première édition, c'est Marie qui nous accueille ce soir, Marie Serra. Donc merci de l'applaudir. Merci. Voilà. Alors juste pour indication, les micros c'est normal s'ils amplifient pas, parce que les micros sont pour le live. Voilà. Donc vous nous entendez bien ? Ouais, trop bien. Ok. Donc déjà Marie, merci pour ton accueil. En plus de nous accueillir, tu es correspondante reprise chez nous. Donc tu nous aides aussi parmi ces événements et d'autres à sensibiliser sur la reprise. Donc c'est très chouette. Donc deux merci. Et à côté de toi, donc que tu connais bien, Aurore Garonne, merci de l'accueillir, qui est avec nous ce soir. Vraiment merci parce que tu as une super histoire. Je pense que j'ai autant aimé que ri aussi parce que tu la racontes super bien quand on s'est préparé ensemble. Et donc présidente de l'entreprise Garonne Tectura, donc une reprise familiale. Ça qui va être intéressant ce soir, c'est qu'on a à la fois la reprise familiale, donc à travers ton histoire, et la reconversion à travers l'histoire de Marie. Donc ça va être très enrichissant. L'idée ce soir, c'est d'inspirer. Donc on va vraiment parler de la vie de Marie, de la vie d'Aurore, de votre histoire de reprise. On va vraiment se baser là-dessus. Et on a la chance aussi ce soir d'avoir 3 super experts qui représentent donc 3 structures, parmi lesquels, en tout cas, qui accompagnent à la reprise. Il y en a d'autres, mais on ne pouvait pas faire tout le panel ce soir. On en parlera tout à l'heure. On a donc Amine de BPI France. Merci de l'applaudir. On a donc Julie de l'APEC Provence-Côte d'Azur. Et on a Sophie d'Initiative Nice-Côte d'Azur. Voilà. Donc je vous en parle parce qu'ils vont intervenir tout à l'heure pour présenter les structures et la manière dont ils accompagnent. Alors, moi, j'avoue que j'ai un profil de repreneuse en soi. Donc, j'ai plein de questions très naturelles qui me viennent. Et moi, la première que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est le déclic. En fait, à quel moment on se dit, alors en tant que femme ou en tant qu'homme, je vais dire peu importe, mais à quel moment on se dit, tiens, je vais reprendre une entreprise ? Parce que je pense que tout le monde ne se lève pas le matin en se disant, tiens, je vais reprendre une entreprise. Donc, chacun, vous avez une histoire très différente, puisque reprise familiale, reconversion, mais on a envie de vous entendre là-dessus. Donc, qui veut commence ? Alors, moi, je l'ai toujours pas eu. Voilà, donc, non, voilà, j'ai pas eu de déclic. En fait, ça s'est fait naturellement. Je l'ai pas vu venir. Et
Et encore une fois, je crois que je t'en parlais. Quand on me dit alors, ça fait quoi d'avoir une entreprise? Ah, je sais pas, me le dites pas, ça me stresse. Donc voilà. Non, je vis les choses naturellement et non, j'ai toujours pas eu de déclic. Mais c'est super chouette en tout cas. Surtout que quand tu m'as raconté, si tu peux raconter juste la petite histoire quand même, c'est ton papa qui t'a transmis. Je sais pas si on dit ton père, ton papa. Moi, j'aime bien dire papa. Parce que c'est ton papa, c'est mon héros. Donc voilà. Qui t'a transmis ton entreprise, mais t'as pas dit oui tout de suite. Non, j'ai pas dit oui tout de suite parce que c'était une grosse entreprise, une grosse PME du bassin cannois et que j'avais 25 ans à l'époque. Donc, je lui ai dit que ça m'intéressait pas trop. Et donc, il l'a vendu à un groupe d'échafaudage qui s'appelle, on peut le dire, ouais, oui, Altrad, voilà, qui s'appelle Altrad. Et à ce moment-là, Altrad ne voulait plus de ce qu'ils appellent des chantiers adécennales, c'est-à-dire tout ce qui est les toits, les couvertures et la charpente. Et moi, c'était le métier de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Donc, mon papa m'a dit, ça te dit pas qu'on monte une société à côté. Et puis je sais pas, je m'en suis pas rendu compte. Peut-être que lui, il avait dit super, elle va faire ça. Et puis moi, je vivais ma vie jour le jour, c'était cool. Et j'ai adoré le métier, qui est un métier du BTP, qui est vraiment un métier passion. Et je m'en suis pas rendu compte. Et puis il est parti il y a une petite dizaine d'années, peut-être un peu plus maintenant. Et je me suis retrouvée à la tête comme ça d'une société. Où j'ai eu la chance parce que j'ai repris. Donc, il y avait déjà une équipe en place, il y avait quand même des processus. Il y avait combien de personnes? On était 20. J'hésite entre 18 et 23, disons une vingtaine. En 2011. Je crois qu'on était une vingtaine. Et maintenant, on est, je pense que tout compris, on doit être à plus de 80 maintenant. Donc, finalement, le déclic, il est arrivé aussi au moment où ça te semblait peut-être plus jouable finalement d'être à la tête d'une partie de l'entreprise, c'est ça? Oui, je me suis dit couverture, étanchéité, j'aime bien ces métiers. Et je me suis dit oui, pourquoi pas, franchement ça c'est chouette. Ouais, je vais venir avec toi. Donc on a construit le projet ensemble. Et puis petit à petit, il s'est un peu effacé. Je crois il a passé quand même 2 ans, je pense, en binôme. Mais j'ai fait tous les métiers de la société en fait. Mais je ne l'ai pas vu en fait. Parce que tu as quoi comme formation? J'ai un master d'économie et gestion des entreprises et administration. Et ensuite, j'ai fait un master 2 de ressources humaines et RSE. Je ne sais plus si ça se dit encore RSE. Parce que... Si. Oui. Et ça se dit encore de plus en plus. Même. Voilà, donc voilà, oui, parce que ça fait 15 ans. Voilà. J'ai fait donc, ça. Tu n'es pas ingénieur BTP? Du tout. Du tout. Par contre, c'est un métier passion. J'ai appris sur les chantiers avec les garçons. Ils m'ont formée. Ils me forment toujours parce qu'il y a des secteurs où je suis un peu moins bonne et heureusement que j'ai mes cadres, que j'ai mon équipe qui m'aide. Donc voilà, par contre, ils ont décidé de me faire confiance. Visiblement, ça marche pas trop mal. Mais voilà, surtout, voilà. Mais pour tout ça, pour dire que non, j'ai pas eu le déclic et je suis arrivée comme ça naturellement. Je l'ai fait au jour le jour, peut-être parce que je m'étais pas donné d'autres choix aussi. Donc voilà. Et tu sens que ton papa, il t'a choisi, il t'a choisi parmi. Je crois que tu avais 2 frères, c'est ça? Non, j'ai un frère et une sœur. Ah oui, tu as un frère et une sœur, ouais. Je sais pas s'il m'a choisi ou s'il s'est dit tiens, ça lui plaît. Je pense que c'est parce que ça m'a plu. Je pense que vraiment le BTP, moi, c'est vraiment un métier passion. Je ne changerais pas du tout de secteur. Et je pense qu'il a vu que ça me plaisait et il s'est dit que si ça me plaît, elle va réussir. Enfin, je pense. Ok. Justement, on va revenir tout à l'heure sur les différentes étapes que tu as vécues lors de cette reprise. On ne va pas forcément s'attarder sur le process de reprise ce soir. C'est l'histoire du déclic, justement des premières années, de où elle se trouve aujourd'hui. Voilà, le process de reprise, on va le donner aux experts pour plus tard. Marie, toi, ton déclic, il est arrivé quand, comment, pourquoi? Alors, moi, je trouve très intéressant ce qu'a dit Aurore, c'est qu'en fait, il y a un côté un peu insouciance à l'histoire que j'ai vraiment ressenti aussi, à savoir que au tout début, il y a plein de gens qui me disaient « Ah, c'est super courageux ce que tu as fait ». J'étais « Ah oui, non, juste… en fait, pour moi, c'était vraiment quelque chose de vraiment très insouciant, en fait. Plutôt spontané, plutôt… Et en fait, j'ai pas eu le déclic en me disant « Je vais reprendre une librairie ». J'ai toujours aimé ce milieu-là. Un jour, ça s'est présenté. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire ça. Tu faisais quoi, en fait, avant, justement, de Alors, je travaillais avec Dominique, mon associé, et chez Faya, donc une entreprise de construction et de promotion. Donc, rien à voir, j'étais au service juridique. Donc, voilà, de complet 360.
Mais quand je suis sortie de la fac de droit, je voulais faire ça. J'avais regardé pour créer une librairie, Ah oui, donc il y avait déjà un rêve. Oui, quand je suis sortie de la fac, je me suis vraiment dit, bon, ça fait 5 ans que je fais des études et en réalité, là où je suis bien, c'est à la bibliothèque universitaire. Donc, il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur le sujet. Un petit signe. Voilà, et j'avais regardé, et puis pour plein de raisons qui sont de l'ordre de... moi, je viens d'une famille de fonctionnaires. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment... on n'a pas ça dans notre ADN. J'avais pas d'argent, tout bêtement. J'avais pas... Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que... j'ai pas poursuivi le projet. Et j'ai fait des métiers en lien avec mes études de droit. Et voilà. Et puis, mais j'avais jamais vraiment mis le couvercle sur le projet parce que je savais qu'à terme, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et puis un jour, je suis venue ici, j'ai rencontré les gérants, comme ça, mais vraiment sur un malentendu. Hein. On a fait 3 blagues où en fait, mon mari demandait des conseils et à chaque fois qu'on lui conseillait un livre, il disait « Ah bah oui, ma femme, elle m'a dit, oui, je l'ai sur ma table de nuit, ma femme m'a dit que... Ah oui, mais celui-là aussi, voilà. » Et puis à un moment donné, le gars lui dit « Mais en fait, suivez les conseils de votre épouse, ils sont très bons. » Et il dit « Oui, bah, de toute façon, on le sait, hein, il faudrait qu'elle travaille dans une librairie un de ces jours. » Et là, il dit « Ah bah moi, je vais vendre mes parts bientôt. » Et j'étais là, très drôle, ok, très bien. Sauf qu'en fait, pendant 3 jours, ça m'a trotté dans la tête. Et j'ai fini par dire à mon mari, donc qui connaissait cette personne, hein, qui était le père d'un ami à lui, j'ai fini par lui dire, ça fait 3 jours que je pense qu'à ça. Et il m'a dit, bah, tiens, prends son numéro, appelle-le. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et puis après, à partir de là, c'est vraiment... C'est un peu comme quand on fait un enfant, en fait. Si on réfléchit trop, on ne le fait pas. Ah oui, donc, on peut faire une to-do list, en effet, un SWOT. Voilà, faut juste y aller, en fait. Faut suivre... en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Enfin, vous deux, c'est quand même sur opportunité, une opportunité familiale, une opportunité d'échanger. Donc, ça reste aussi du réseau. Vous avez parlé, mais vous avez quand même ce fil rouge de tiens, j'aimerais bien travailler dans ce secteur un jour. Alors, plus toi, peut-être qu'Aurore, tu t'es pas levé le matin en te disant tiens, un jour, je vais travailler dans le BTP. Non. Non. Pas du tout. Mais n'empêche que maintenant, c'est un métier passion. Oui. Ouais. Parce que c'est un métier d'humain. Ouais. Je crois que c'est ça qui me passionne le plus. Mais comme quoi, il y a en fait l'idée d'essayer de sortir de ce qu'on aimerait, parce que finalement, en fait, il y a plein de choses qu'on aimerait, mais dont on n'a même pas conscience, je pense. Et voilà, et de se dire qu'il y a un potentiel. Ah, c'est vrai que dans notre manière, nous, de travailler, par exemple, on travaille sur l'ikigai, et donc on travaille sur qu'est-ce qui nous fait lever le matin, finalement, qui nous sommes pour justement vraiment savoir quel type d'entreprise ou dans quel type de secteur on pourrait reprendre une entreprise. Donc en effet, ça rejoint le connais-toi toi-même avant de reprendre une entreprise. Il y a quand même une histoire d'héritage, je me souviens, qui t'a permis... mais justement, elle est un peu marrante, cette histoire. C'est-à-dire, elle est marrante. Ton grand-père... Oui, moi j'ai mon grand-père qui est... Oui, parce que quand je dis que je viens d'une famille de fonctionnaires, en réalité, mon grand-père, il avait créé un des premiers campings des Gorges du Tarn. Mais c'était vraiment un ovni dans la famille, quoi. Et d'ailleurs, quand il l'a fait, tout le monde lui disait qu'est-ce que c'est. Et puis au final, ça a été pendant longtemps un des plus beaux campings. Et voilà. Et donc, il a gagné pas mal d'argent. Mais bon, c'était quelqu'un qui... Alors, à mon grand-père, mais on le jetait au plafond et c'était accroché, quoi. C'était vraiment quelqu'un de pas du tout généreux, dispendieux ou quoi que ce soit. Ma mère avait hérité fort de ce trait de caractère-là. Voilà. Et mon grand-père décède. Et donc, ok, très bien. Quelques mois plus tard, ma mère nous réunit, mon frère, ma sœur et moi, et dit... voilà, j'ai hérité de votre grand-père, je vais vous en passer une partie. Là, je me dis, ne bouge plus, parce que possiblement tout s'effondre en 2 secondes, ne dis plus rien. Et voilà, et il se trouve que donc du coup, j'ai hérité de cette petite somme qui n'était pas non plus folle, mais qui était quand même, enfin moi qui me tombait un peu de nulle part, que j'avais pas du tout vu venir, et que j'ai juste placé en me disant bon, on verra bien, et qui quelques années plus tard m'avait rapporté à peu près rien. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Ça m'est sorti de nulle part. De toute façon, je n'ai pas sué sang et eau pour le gagner. Si je le perds, ce ne sera pas grave. Et donc, j'ai fait un petit tapis en me disant, ça, je le mets là-dedans, puis on verra bien.
Et le fait est que je regrette. Donc je vais pas jouer au poker avec toi en fait. Quand tu mets tapis. Je bluffe. Non. Ok. J'aimais bien l'histoire. C'est pour ça. On l'a pas évoqué, Aurore, mais au niveau de la transmission, comme tu dis, tu avais un frère et une sœur. Du coup, ça s'est passé comment au niveau des parts? Est-ce qu'il y a eu rachat? Est-ce qu'ils ont des parts? Comment ça se passe? Non, je suis à 100% dans la société. Tu voudrais parler d'héritage, c'est ça? Oui, enfin, curiosité, parce qu'il y en a qui nous écoutent peut-être et qui sont dans le cas d'une reprise familiale et qui pourraient être intéressés juste en quelques... Alors, mon petit frère, il a toujours été passionné par la science et le corps humain, donc ça l'a jamais vraiment intéressé. Okay. Ma petite sœur non plus. Donc la question, en fait, elle s'est jamais posée. Et je crois pas qu'ils aimeraient rentrer dans la société. Ok, pas de débat. Non. Par contre, faire des projets ensemble, je suis très proche de ma famille, je suis très famille, donc ça me ferait même plaisir. Et puis on l'a évoqué, pourquoi pas. Mais pas dans mon métier. Je pense pas que ça les... Non, il n'y a pas eu de débat sur ça. Okay. Du tout. Ok. Alors, ce qu'on a envie de savoir, alors moi, j'avoue que j'ai très envie de savoir, je me suis dit, tiens, si demain je reprends une entreprise, on appelle ça les 100 jours, les 100 premiers jours de la reprise sont extrêmement importants. On commence par quoi? On fait quoi? Comment on est accueilli déjà par les salariés, les collaborateurs qui sont déjà sur place? Comment on crée du lien? Comment on met notre patte? Donc, est-ce que juste vous pouvez, si vous vous souvenez de ces fameux 100 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait la différence pour se dire aujourd'hui, vous êtes encore à la tête de ces entreprises-là? C'était une question piège. Non, mais moi j'y vais, si je te laisse le temps de réfléchir. Non, moi je me souviens très bien de mon arrivée et j'ai été très bien accueillie. Alors, j'ai une demi-livraire qui est là. Alors Tu peux pas dire le contraire, toi, aujourd'hui, en fait. Non, mais en fait, je le dis même très sincèrement, j'ai été super bien accueillie. Après, je sais pas si en face ça a été réceptionné comme ça, mais en tout cas, moi je suis vraiment arrivée en me disant je vais juste me mettre dans les pantoufles de l'ancien qui a fait de cette librairie quelque chose de formidable. Et moi, je me suis toujours dit, il y avait des gens avant, il y aura des gens après, et moi, je ne serai qu'un maillon de la chaîne parce que, en fait, cette librairie, elle appartient aux Niçois plus qu'autre chose. Et tu avais quand même un sacré challenge de reprendre une librairie quand même très connue. Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que finalement, quand le projet s'est concrétisé, je me suis dit, alors, j'avais pas envisagé quelque chose d'aussi gros. Puis après, je me suis dit, c'est un gros paquebot, mais en même temps, c'est un paquebot qui a un rythme de croisière, qui fonctionne bien. Il y a une équipe qui est géniale. Parce que moi, je venais en tant que cliente, donc moi, je connaissais certains des libraires qui me conseillaient des livres. Donc, je me disais, il y a une équipe qui est géniale. L'ancien gérant, il faut vraiment lui rendre cet honneur-là. Il a vraiment eu à cœur de me transmettre. Je pense que c'était important pour lui que la suite soit à la hauteur de ce qu'il avait envisagé pour cet établissement. Donc, j'espère qu'il est content de ce qu'on fait avec Dominique, parce qu'on a fait 2-3 petits changements. Mais, on en parlera des changements et après. Non, mais l'idée, c'est que je m'étais dit, on s'était dit avec Dominique, on va arriver, nous, on n'est pas du métier, parce que vraiment, on n'était pas du métier. Donc, on va arriver avec toute l'humilité des gens qui arrivent et qui ne sont pas du métier. Et donc, pendant à peu près 1 an, on a regardé, et on s'est permis des modifications à partir d'1 an complet où on a pu bien observer et ensuite se dire, OK, maintenant on a vu, on va y apporter notre touche et on va faire 2-3 changements parce que... Donc tu as été finalement dans la continuité pour déjà être en observation, voir ce qui marchait moins bien et après tu as apporté ta patte 1 an après. Je pense que quand on reprend une entreprise qui fonctionne bien, ça me semble être la base de ne pas arriver en déglinguant tout, quoi, parce que sinon on crée notre propre truc avec nos idées. Mais quand on reprend quelque chose... Tu avais déjà managé? Tu savais ce que c'était? Alors, j'avais pas managé, non. Par contre, moi, dans le cadre de mon métier, je travaillais avec plein d'interlocuteurs extérieurs, des notaires, des avocats, des architectes, voilà. Et en fait, je m'étais dit, finalement, il faut que j'arrive à faire que ces gens fassent ce que j'attends d'eux, alors que j'ai aucun pouvoir hiérarchique sur eux. Donc finalement, normalement, ça devrait bien se passer. Et en plus, c'était des gens, globalement, qui étaient plus âgés que moi, des hommes, dans un milieu où un peu bien patriarcal quand même, le BTP, les notaires, enfin voilà, bon après...
suis pas du tout sur ce milieu-là, mais Je crois pas qu'il y en a pas ce soir. Non, mais peu importe. En plus, voilà, c'est des... Mais voilà, quand on arrive, petite jeune... Enfin, moi, j'étais jeune à l'époque. Je suis toujours, évidemment. Mais, non, mais quand j'ai commencé ce métier-là, j'étais plus jeune. Voilà, j'étais une femme blonde, un peu jeune. Bon, voilà, j'ai pris plein de vannes. Voilà. Et donc, il fallait que j'arrive à avoir l'ascendant sur ces gens-là pour qu'ils me fassent les contrats en temps et en heure, etc. Donc, finalement, aujourd'hui, l'équipe, ça va très bien, je pense. Après, On leur demandera après. C'est de l'humain, donc c'est toujours, forcément, ça nécessite des adaptations, ça nécessite, voilà, tous les jours ne se ressemblent pas, on n'arrive pas tous les jours avec la même humeur, voilà, donc c'est juste des gens qui passent beaucoup de temps ensemble et qui... Oui, mais c'est pas comme si en effet tu avais depuis des années managé des grosses équipes. Je me permets d'insister, c'est parce qu'en fait ce soir, s'il y a des femmes qui nous écoutent, c'est de se dire j'ai pas besoin de cocher toutes les cases en termes de compétences pour reprendre une entreprise. Et c'est ça qui pourrait faire peur, parce que quand on reprend une entreprise par rapport à la création, on a tout de suite une équipe face à nous et on se dit mais est-ce que je vais être capable en fait si peut-être j'ai pas eu ni aucun management ni des grosses équipes. Donc, moi, je vais laisser le micro et laisser parler les autres, mais globalement, à part avoir déjà lu un business plan et travaillé avec un directeur financier, rien de ce que je fais aujourd'hui, je ne l'avais déjà fait avant. Donc tout s'apprend sur le terrain et on n'a pas besoin de le faire avant. Okay. Alors Aurore, je me souviens très bien, toi, tu as un secret pour le démarrage, c'est d'aller sur le terrain en fait. Ben, en fait, je réfléchissais à ta question quand Marie parlait. Et en fait, moi, je pense qu'on a vraiment appris à s'apprendre, en fait, à se connaître. Du coup, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir tisser des liens avec chacun d'eux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 10 ans après, je les connais très bien et ils me connaissent très bien. Et en fait, ça fait une espèce de complémentarité dans notre façon de voir les choses. Et on se fait confiance. Vraiment, je leur fais confiance à 100%. C'est leur société autant que la mienne, en fait. Mais au début, quand même, ça devait être délicat. T'es la fille d'eux, t'es une femme. Comme c'est toi qui l'as dit. T'as les ongles faits, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Grande bout d'oreille à prêter, et tu viens dans un milieu très masculin, BTP, etc. Est-ce que t'es vraiment accueillie tout de suite Viens Aurore, bien sûr, on remplace ton père. T'as le droit de dire oui, hein. Non, je l'ai pas vu comme ça. Mais par exemple, je me souviens d'un chantier où je faisais les murs enterrés. Donc, c'est les étanchéités des murs enterrés dans les fondations des bâtiments. À Saint-Étienne-de-Tinée avec Chapi qui m'a appris à faire les murs enterrés et on a bien rigolé. Et j'avais les ongles faits, j'étais maquillée, j'étais apprêtée, j'avais des chaussures de chantier. Je me demande si elles n'étaient pas roses en plus. Donc en fait, j'ai vraiment joué de ça. Et je me rappelle que j'avais je sais pas, les maçons certainement sur les étages au-dessus parce qu'on était vraiment tout en bas. Et ils me prenaient en photo, ils hallucinaient de voir une fille blonde faire les murs enterrés. Donc en fait, je crois que... Alors j'en ai jamais souffert. Et je pense que j'en ai joué. Et je pense que ça a contribué au développement de la société. Je pense qu'être une femme, ça a été vraiment un avantage pour moi. Et je me souviens aussi, tu as identifié une personne clé. Tu savais qu'elle devait être de ton côté. Un cadre qui était assez proche de ton père et qui, pendant quelques années, n'était pas forcément toujours d'accord avec ta venue, en fait. Et tu t'es dit, celui-là, si je me le mets dans la poche, c'est bon. Oui, c'est ça, déjà parce que je le trouve très compétent. Il y en a même 2 ou 3. Hein. Il y avait 2 ou 3 fortes têtes qu'il a fallu que... Mais en fait, c'est pas forcément le mettre dans la poche, c'est leur prouver que j'étais capable de... Dans le BTP, tout est une question... c'est sur le chantier, en fait. Donc, c'est vraiment dans l'action qu'ils vont reconnaître mon leadership. En fait, ça sert à rien d'arriver en patron, donc c'est moi qui décide. Je l'ai fait, hein. Donc ça, il faut pas le faire. J'ai testé pour vous. Le faites pas. Et encore que... Franchement, ils ont essuyé pas mal de mes sauts d'humeur et c'est des amours. Mais donc je l'ai fait, ça marchait pas. Et donc en fait, c'est à chaque gros coup dur sur chantier, je pense que j'ai gagné leur confiance. En fait, on a appris à se connaître et sincèrement, je pense que j'ai gagné leur confiance. J'étais là avec eux en fait. Ouais, j'étais là avec eux, je les ai pas laissés tomber et je les laisserai jamais tomber de toute façon. Et je pense qu'ils savent. Et donc du coup, le leadership, il s'est fait naturellement en fait. Oui. Et après, une fois que le coup dur est arrivé, je me rappelle, c'est sur un chantier où ça avait été très très compliqué. Et en fait, j'étais avec eux, on était dans le même bateau en fait. Il fallait qu'on termine le chantier. Enfin,
il fallait le terminer. Et en fait, on l'a terminé Ouais. ensemble. Et après, je pense qu'après cette histoire-là, je pense que j'ai gagné leur confiance. J'ai pris un certain upgrade, je sais pas comment dire ça, mais Ouais. je pense que c'est ça. Ok. Mm. Ok. On imagine les 100 jours sont passés. Maintenant, c'est place à l'innovation ou en tout cas mettre justement ce que je disais tout à l'heure, votre patte finalement dans cette entreprise. Qu'est-ce que vous avez pu justement modifier, changer, rajouter chacune dans votre entreprise pour dire bah voilà maintenant c'est aussi la mienne, c'est plus celle du propriétaire d'avant ou de mon père. Je crois que les premiers changements qu'il y a eu, c'est mes embauches, mes propres embauches. C'est-à-dire que j'ai embauché les gens qui me ressemblaient, avec qui j'avais envie de travailler, ou en tout cas qui étaient complémentaires. Et une fois que j'ai trouvé les gens avec qui j'avais envie de travailler, je leur laissais... Ils ont quand même une liberté chez moi, donc ils me disent tiens, et si on fait ça, tiens, si on fait ça. Par exemple, là, depuis 2-3 ans, il y a l'esthéticienne qui vient et qui fait toutes mes filles. D'ailleurs, elle vient demain. Je vais Elle vient venir demain. du coup. Je vais venir. Voilà, c'est ça. Donc de 9h à 17h, les filles passent et elles se font faire les ongles. Et en fait, toutes les Et les idées hommes sont aussi, bonnes à s'il y en a prendre. des hommes qui veulent. Il y a l'ostéo pour les hommes, mais j'avoue que les ongles, ça marche pas trop chez les garçons. Mais voilà, l'ostéo vient, c'est mon petit frère qui vient, vient masser. Plus, ouais. Okay. Du coup, il vient masser les garçons, les filles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, pour moi, après les fameux 100 jours, j'ai fait une embauche clé et qui m'a aidée après à voir la société différemment, comme j'avais envie de le faire. Elle a mis sa patte aussi. Et ensuite, j'ai construit une petite équipe, je pense, autour de moi. Et en fait, tout le monde donnait des idées, ce qui a fait qu'en fait, la société, c'est la mienne, oui, parce que je suis sur le cabis, mais c'est la leur. C'est un collectif aussi. Elle leur ressemble. Ouais. Elle me ressemble comme elle leur ressemble, en fait. C'est une complémentarité de compétences et de vision. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, quand on reprend une entreprise, il faut accepter que l'équipe initiale ne soit pas forcément l'équipe de demain et qu'il y a un turnover classique, naturel, lors d'une reprise, en fait. Il y a des collaborateurs qui s'y retrouvent moins, qui n'ont pas envie d'accepter ce changement, peu importe s'il est bon ou pas, mais ont envie de partir. Donc ça, il faut savoir l'accepter et l'anticiper aussi dans les risques, dans le prévisionnel. Enfin là, c'est un côté un petit peu plus technique qu'on vous laissera. Donc voilà, mais psychologiquement, accepter que tout le monde ne suit pas, en fait. Toi, Marie, ça a été le cas ou pas ? Oui, nous, il y a des gens qui sont partis au début et j'avoue, je l'ai super mal pris. Enfin, je l'ai. Oui. Ton ego, quoi. Ouais, normal, je me suis dit, mince. Wow. Enfin, j'ai pris. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très violent. Enfin, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, j'étais heurtée, quoi. Je me disais, mince, qu'est-ce que j'ai mal fait, en fait ? Et puis, jusqu'à ce que je rencontre une amie qui me dise. Quand tu reprends une entreprise, il y a au moins 30% des gens, il faut que tu acceptes qu'ils s'en vont. Exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Et voilà, en plus, sur les gens qui sont partis, c'était pas forcément contre moi. En plus, il y en avait une d'elles, par exemple, elle suivait son mari qui avait été muté ailleurs. Ça n'avait rien à voir avec moi. Et d'ailleurs, elle m'avait prévenue en plus. Mais voilà, mais en fait, je sais pas. Et puis bon, après, moi, il y avait aussi vraiment que je faisais un 360. Donc, je me disais, il faudrait que dans ce que je découvre, il y ait un peu de stabilité. Et vu qu'il n'y en avait pas, je me disais, l'équipe, on arrive. En plus, il y a cette instabilité-là qui se raccroche. Bon. Donc oui, c'était un peu... voilà, au début, il y a eu ce petit... D'accord. Après, oui, nous, on a laissé 1 an. Et puis, avec Domi, on se disait que ce qui ne nous ressemblait pas ici, c'était qu'en fait, on avait envie que... Alors, je vais peser mes mots parce que c'est pas du tout pour renier ce qui se passait avant. Mais nous, avec Dominique, on est très dans rentrer comme vous êtes et surtout ne faites pas d'une librairie une cathédrale, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas lu Proust que vous n'êtes pas le bienvenu ici, quoi. Et c'était peut-être une ambiance qui pouvait y avoir un petit peu avant, en tout cas ressentie, alors juste ou pas, mais en tout cas ressentie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous avait dit un peu. Et donc, nous, on a vraiment eu à cœur de changer ça, de faire que chacun se sente plus accessible. Oui. Voilà. Et après, du coup, c'est aussi passé par un changement de signalétique. On a déménagé des rayons pour donner plus de place à certains rayons, pour donner plus de cohérence
En fait, c'est comme quand on arrive dans un appartement et qu'on le meuble, en fait, à un moment donné, pour s'y sentir bien. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Et on a eu des bons retours dessus. Donc, je pense qu'on a assez bien réussi ça. Et tu as même ouvert une autre librairie. Oui, c'est-à-dire qu'à force de déménager des rayons, et on avait le rayon en langue anglaise, et qui était constamment vide, en fait. On avait beau le remplir. Alors, au début, on avait 2 petites étagères. Après, justement, quand on a fait le déménagement, on a essayé de lui donner plus de place. Et ça restait vide, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à fournir. Et donc, on s'est dit, vraiment, il y a une vraie demande qu'on ne fournit pas. Et du coup, il y a ce local en face qui s'est libéré. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et voilà. Et ça fait 2 ans. Depuis le 20 juin, ça fait 2 ans. Ah ouais. Et ça fonctionne bien. On est content. Trop bien. Oui. Il y a encore des projets à venir, justement, pour continuer à alimenter la croissance ou pas? À moi, toujours. Ah oui. Oui. mais... mais je les fatigue. Ah, moi, mes cadres, je les fatigue. Vraiment, ah oui, oui, plein. Donc la boîte est stabilisée depuis un moment et là, oui. tu es en croissance permanente et tu innoves en permanence pour t'adapter au marché, j'imagine. Oui, ou parce que, encore une fois, non, parce que ça me fait plaisir, en fait. Je ressens les choses, donc je prends les opportunités. Ah ouais, tu vois, attends, ça m'intéresse. Et puis je prends un de mes cadres et ça te dit pas qu'on fasse ça. Ah putain, allez, s'il te plaît, vas-y, on fait ça. Et puis voilà, ils viennent avec moi. J'ai beaucoup de chance, ils aiment bien ma vision, ils me suivent. Donc, mais je fais tout avec eux. Je crois que je sais pas le vivre seul. Et je le vis pas seul, en fait. Okay. Donc, du coup, souvent, quand j'ai des projets, ils savent à l'avance. Et même certains, dont un que j'aime beaucoup, il m'a dit « Putain, mais pourquoi tu vas faire ça ?» Ouais, mais je sais, mais j'aime bien. Voilà. Et pourtant, il va me dire « Je comprends pas pourquoi tu te mets dans des trucs comme ça. » Et je suis sûre que c'est le premier à venir m'aider si j'ai un problème. Ouais. Quoi. Donc, ouais, mais je le vis pas seule. Donc oui, toujours des projets. Encore en septembre, encore certainement une entreprise qui va sortir avec une de mes cadres. Tout le temps. Je pense que tous les 6 mois, 1 an, il y a une nouveauté qui sort, ouais. Mais parce que je suis comme ça, parce que j'aime ça. Pas forcément pour m'adapter au marché. Ouais, ok. Parce que j'aime ça. Un besoin aussi, ouais. C'est ça. Et peut-être qu'il y en aura une où je vais me planter, hein, mais je le ressens. Ouais. Je le ressens, donc j'y vais parce que ça va me plaire, parce que c'est chouette, je sors de ma zone de confort, ça va être génial. Mais encore une fois, parce que je trouve la personne qui va le faire avec moi, là où moi, je vais avoir des lacunes, lui non, ou elle non, peu importe. Hein. C'est très féminin chez moi. Donc je vais trouver, putain, mais ça te dit, on fait ça voilà, mais je vais jamais le faire seule. Je crois que je peux pas le vivre seule. Et alors, après, je te redonnerai la parole sur si tu veux réagir peut-être sur des projets à venir. Non, moi, ça me fait rire ce que tu dis, parce que j'ai envie de dire à mon associé qui est derrière, tu vois, regarde, je suis pas la pire. Ah, bon, bah voilà. Parce qu'en gros, mais moi, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans la vie, il y a l'ennui et les ennuis, et vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui aime s'ennuyer. Et en fait, oui, c'est vrai que moi, à partir du moment... Donc, en fait, moi, l'adrénaline, je la trouve dans la réalisation du projet. À partir du moment où il est réalisé, tu veux passer à autre chose. Retombe, quoi. Donc, en fait, je suis dans autre chose. Et c'est vrai que Dominique, elle me dit souvent, jamais tu te poses et tu te félicites et tu apprécies avant de repartir. Et j'apprends d'elle ça. Okay. Mais c'est vrai que c'est pas dans ma nature. Ok. Top. Alors, je vais passer maintenant le côté un petit peu plus obscur de la reprise, dans le sens où on ne peut pas dire qu'une reprise, ça se passe forcément toujours bien. Alors, pas le process, encore une fois, de la reprise, mais on peut avoir des passages qui sont plus compliqués. Est-ce que vous êtes OK ce soir, peut-être pour en partager un, pour dire, il faut être conscient qu'à un moment, quand on gère une boîte, alors j'allais dire, peu importe si elle a été reprise ou créée, mais quand on reprend une boîte, ça arrive sans doute plus vite que quand on crée, parce que le temps de créer, de recruter, etc. Est-ce que vous avez connu des passages plus complexes et comment vous en êtes sortis, en fait? En fait, les moments complexes, par exemple, les baisses de trésorerie, les collaborateurs qui partent, les choses comme ça, je m'aperçois que maintenant, au bout de 10-15 ans, puisque j'ai repris en 2011, enfin non, en 2014, j'ai pas regardé, 2013 ou 2014 sur le Cabis, aujourd'hui, c'est plus forcément des problèmes, en fait. C'est tellement récurrent, en fait, c'est un éternel... c'est un éternel recommencement, en fait. Il y a des collaborateurs qui partent, on recrute et puis on en forme d'autres et puis eux ils restent et puis ils partent dans un autre secteur. En fait que, exactement, la baisse de trésorerie, voilà, il y a un chantier qui se paye pas, voilà, il faut et en fait le fait d'avoir des problèmes,
ça emmène forcément une solution. Et cette solution, elle fera que la prochaine fois que ça arrivera, ce sera plus un problème. Alors, ce sera un problème parce que c'est toujours chiant, mais ce sera juste chiant. Et ce sera plus grave. Ouais. Ce sera chiant. Alors que la première baisse de trésorerie, j'avais envie de mourir. Ouais. Toutes les 2 minutes, j'étais là, putain. Et au final, voilà. Et puis maintenant, on peut avoir une baisse de trésorerie. Oui, ça arrive. Voilà. Et dans ces cas-là, tu t'entoures, tu as des experts autour de toi qui te permettent aussi d'être bien conseillé, de réagir quand il faut. Alors moi, vraiment, je suis jamais seule. Ouais. Je ne sais pas vivre les choses seule. Et comme je suis quelqu'un de très spontané et très naturel, quand je pète un câble, je pète un câble. Quand je suis anxieuse, je suis anxieuse. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand j'ai envie de rigoler, je rigole. Et voilà, mon expert comptable, il le sait. Oh putain, Vincent, putain. Voilà, c'est vraiment ça, c'est complètement moi. Donc je vis mon émotion avec eux. Que ce soit mon avocat, mon expert comptable, mon assureur. Ouais. Et ce que tu disais, Marie, aussi, c'est que tu t'entoures aussi pour peut-être vivre des moments qui sont parfois plus complexes, plus tendus. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'on peut déjà on peut pas tout savoir tout seul, et puis et on peut pas tout régler tout seul. Non, ça c'est, je pense que c'est la base de. Je ne sais pas qui dans sa vie fait des choses seul. Moi, je n'en connais pas. Ouais. Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, souvent, on peut avoir le sentiment quand on reprend une boîte de dire je vais devoir gérer tout seul. Et justement, quand ça va mal se passer, finalement, c'est moi qui ai pris le risque, etc. Et je vais peut-être pas m'en sortir, en fait. Oui, alors ça, c'est un sentiment qu'on a forcément. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on a pris le risque. Donc, si ça se casse la gueule, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui serre un peu le ventre de temps en temps. Après, moi, j'ai eu la chance, concomitamment à la reprise, d'être embarquée dans le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association et qui est vraiment exactement faite pour ça, pour sortir le dirigeant de son isolement, en fait. Et pour justement être entouré de plein de gens qui vivent les mêmes choses ou qui nous demandent de réfléchir à des choses qu'on n'a pas encore vécues, mais vu qu'on va y réfléchir, le jour où ça nous tombera dessus, on aura déjà anticipé comment on va y répondre. Et voilà. Et donc surtout, il ne faut pas rester seul. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je suis très contente de participer aux Premières Suites, parce que je pense qu'effectivement, quoi qu'on veuille faire dans la vie, il faut s'entourer de gens qui l'ont déjà fait, parce que quand on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça semble beaucoup plus impressionnant que c'est en réalité. Et c'est vraiment ce que dit Aurore. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose la première fois, ça semble... on va être submergé, et puis au final, quand ça se reproduit, on dit c'est bon, ça je l'ai déjà fait, ça va le faire, quoi. Et plus on... Voilà, et l'idée c'est toujours que quand les vagues de joie reviennent, ça fasse toujours la même intensité, et que quand les vagues moins bien arrivent, il y a moins d'intensité. C'est un peu ça ce qu'il faut essayer de garder, je pense. Est-ce que toi, tu as eu un passage qui était plus délicat sur les dernières années, là, quand tu as repris ? Est-ce que j'ai eu un passage délicat ? Non, peut-être le passage... alors oui, en termes de management, il y a des moments délicats, effectivement. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a une énorme période à Noël il y a énormément de monde, il y a énormément de choses à faire. Il faut avoir une énergie qui est... Voilà, faut répondre à la féerie de Noël et à l'engouement des cadeaux. Et on ne va surtout pas se plaindre parce que c'est très chouette. Mais voilà, donc il faut le prendre avec tout ce que ça a de anticipe les cadeaux pour cette année, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais c'est fantastique de voir la librairie absolument pleine comme un œuf, mais pendant 3 bonnes semaines. Mais par contre, c'est fatigant, c'est épuisant. Et j'associe un peu ça quand on travaille dans une cuisine, quoi, dans un restaurant. C'est-à-dire qu'il y a un stress, et donc du coup, il y a des choses qui fusent, ou des fois, on se dit moi, j'ai pas trop mis les formes. Oui, mais bon, c'est pas grave parce que juste on est fatigué. Donc oui, voilà, il y a ces périodes-là qui sont pas... Voilà, où il faut savoir en sortir par le haut et avec joie. Après, des périodes difficiles, il y a celles qui... Maintenant, il y a celles qui arrivent. Là, c'est-à-dire qu'on entend partout que les gens lisent plus. Voilà. Oui, il y a des fermetures de librairies. Voilà, il y a des librairies qui ferment. Voilà, donc après, mais moi, je pense que c'est pas si vrai, déjà, que les gens lisent beaucoup,
qu'il n'y a pas de problème avec la lecture, qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en règle générale, donc ça c'est autre chose. Donc voilà, mais oui, effectivement, peut-être que le plus dur à venir, c'est maintenant, mais ça m'angoisse pas du tout. À partir du moment où je suis dans l'action, je suis pas stressée. Oui, à partir du moment où je ne sais plus quoi c'est faire, ça. où je suis devant une situation où je me dis je sais pas comment faire pour que ça marche, là ça monte. Ouais. Mais tant que je sais quoi faire, même si ça se résout pas dans la demi-seconde, je me dis j'ai un plan d'action, ça va le faire. Y a pas de Ouais, souci. ok. Voilà. Le plan B. Des plans B, des plans C, des plans D. Enfin, voilà, en fait, je pense que le chef d'entreprise passe son temps à s'adapter. Ouais. En réalité. Alors, il y a une question que se posent beaucoup les femmes avant de reprendre une société, c'est « et mon équilibre pro-perso ?» Parce qu'il y a un réflexe de se dire quand on reprend une boîte, je vais plus avoir de temps. Je vais rentrer tard chez moi, je vais avoir du boulot en plus le week-end, beaucoup plus si on crée, qu'on fait ça au fur et à mesure, qu'on a du coup moins de flux au début. Donc est-ce que... Alors je vous pose la question, je ne voulais pas poser avant, donc peut-être que je vais avoir la mauvaise réponse. Mais voilà, est-ce que vous avez une vie à côté ? Moi j'ai 2 enfants. Je suis divorcée, donc je les ai une semaine sur 2. Et ce qui est sûr, c'est que ma semaine en tant que maman, à 8h30, je les emmène. À 17h, je vais les chercher. Et c'est que pour eux. Il y a plus, à partir de 17h, il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus rien. Tu t'es organisée pour... En fait, je pense que le temps, ça se trouve. Ouais. Voilà. Je sais pas. Et je me permets, ça a toujours été comme ça ? Alors, j'imagine qu'il y a des moments de rush, mais je veux dire, même au début, t'arrivais à avoir cet équilibre-là ? Au début, justement, c'est le moment où il faut mettre le coup de collier et on n'a pas trop le choix. Ouais, non, je pense qu'au début, non, je sais pas, non, je pense que non. Je pense que tout est une question d'organisation. Ouais. Je pense que le temps, quand on a envie, ça se trouve. Ouais. Voilà. Ok. Ça s'organise. Ouais. Je pense. En tout cas, toi, tu vois tes enfants. Et toi ? Ah oui, moi je les vois beaucoup. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on a tous le même nombre d'heures dans une journée. Donc on n'a pas le temps. Il y a où est-ce qu'on met nos priorités. Et en réalité, moi ce que j'ai appris avec mes enfants, c'est la qualité plutôt que la quantité. Et là où je pouvais passer beaucoup de temps avec mes enfants sans faire attention à elles, parce que j'ai 2 filles, enfin sans faire attention à elles, non, j'ai jamais fait attention. C'est un peu moins concentré. Non, mais quoi. voilà, où tu passes 1 heure sur ton portable alors que tu as tes filles à côté, ce qui est complètement débile. Je le fais plus. Ah bon, tu fais ça, toi ? Je l'ai eu fait et je le fais plus. C'est-à-dire que maintenant, le temps que je passe avec elles, c'est le temps que je passe avec elles. Mais en réalité, je ne l'ai pas appris en reprenant la librairie. Je l'ai appris quand je me suis séparée de leur père et que justement, je les voyais plus qu'une semaine sur 2. Et où je me disais, les moments où je les vois, je les vois. Et les moments où je les vois pas, je fais autre chose. Mais, et je pense que ça, c'est important. Après, effectivement, c'est une question d'organisation. Moi, je pense que je vois beaucoup plus mes enfants depuis que j'ai repris la librairie, bizarrement, parce que je me suis mis en ligne de conduite de passer la moitié de toutes les vacances scolaires avec elles. Ça a été mon objectif dès le départ, en me disant, le reste du temps, je bosse beaucoup, pendant l'année, etc. Mais par contre, quand je m'arrête pendant les vacances, je veux qu'on passe du bon temps. Voilà. Je passe pas de Noël avec elles, parce qu'à Noël, par contre, c'est les seules vacances où je ne suis absolument pas en vacances, où c'est absolument impossible de prendre... où c'est du 8h, à peu près 20 jours d'affilée, parce qu'on est aussi ouvert le dimanche. Elles savent que le Noël, c'est un peu sans moi. Par contre, on se rattrape aux vacances de février. Et voilà, et mes filles, j'en ai parlé avec elles. Après, je pense que... Avant ou après ? Avant, pendant, après. Ouais, d'accord. En fait, je pense que mes filles, je les ai toujours éduquées pour être autonomes. Donc, elles sont autonomes. Mais ça, c'est parce que je suis comme ça. C'est pas parce que j'ai repris la librairie, c'est parce que j'ai ce tempérament-là et que voilà. C'est pratique. Et c'est pratique. Et en plus, je leur ai... Alors, je leur ai jamais vraiment parlé de ça, mais il se trouve qu'un jour, ma grande, elle m'a dit, parce que je lui ai dit un jour, pardon, je suis pas trop là en ce moment, et elle m'a dit, tu fais ce qui te fait vibrer dans la vie, tu as l'air heureuse, et c'est ça le principal. Et quand elle m'a dit ça, alors j'ai cru que j'allais m'effondrer en sanglots, mais je me suis vraiment dit, voilà, ça c'est ma plus grande fierté. J'ai appris à mes filles que
qu'en fait, faut s'épanouir en tant que personne et que c'est pas incompatible avec la vie de mère. Oui. Ok. Donc on peut toujours voir ses enfants quand on reprend une entreprise. Mais on divorce pas forcément. Ouais. Parce que non, mais on gère son je sais temps. pas si c'est corrélé, mais voilà. Moi, j'ai pas divorcé parce que j'ai repris une entreprise. Non, j'ai pas envie de savoir, hein, mais je veux juste m'assurer que les gens ne disent pas bon, du coup, je vais divorcer et préviennent leur mari ce soir. Désolée, voilà. Non, par contre, c'est sûr qu'il y a une organisation à trouver et il y a quelque chose dans le couple qui se déséquilibre. Il y a quelque chose dans le couple qui est à redéfinir, en fait. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que, effectivement, si vous êtes une mère de famille à la maison, que votre mari il rentre tous les soirs, qu'il a un repas de fait, ses chemises repassées et ses enfants douchés. Oui, et avec il y a un équilibre à retrouver. Si d'un coup vous vous mettez à plus jamais faire ça, forcément il faut que lui il s'habitue à faire un peu. Il y a un équilibre à trouver. Il y a, mais ça, voilà. En tout cas, la communication au sein même de son cocon familial, que ce soit enfant, conjoint, elle est importante dès le début pour embarquer en fait tout le monde dans l'aventure. Parce que c'est une aventure qui va commencer en fait très vite. C'est pas comme de la création où tout se fait petit à petit et puis on a le temps de voir et presque de digérer les mois et les années. Là, c'est d'un coup, on se retrouve à la tête de cette boîte et on doit la gérer, on doit être là pour les imprévus comme les choses qui se passent mieux. Donc, oui, mais je dois quand même dire que quand on reprend une entreprise, il y a quelque chose qui roule, quoi. Ça veut dire que déjà, normalement, on peut se payer, ce qui est quand même important, parce que quand on crée une entreprise, même des mois un peu galères au début, où on se demande, justement, en parlant d'équilibre du foyer, il y a aussi l'équilibre financier. Donc, alors que quand on reprend une entreprise, c'est sûr que c'est quelque chose qui est déjà en route, quoi. Donc, finalement, moi, je trouvais ça plus simple dans l'idée de reprendre une librairie existante plutôt que de recréer une librairie de toutes pièces. Avec le recul, je me dis que... Tu soulignes un très bon point sur la rémunération, c'est qu'en effet, on devient autonome financièrement beaucoup plus vite que quand on crée, on doit se créer un marché, etc. Donc, c'est un des premiers arguments qu'on donne aux femmes qui auraient le profil de la reprise, de se dire qu'elles vont se rémunérer plus rapidement. Alors justement, ça tombe très bien ta transition. Avant de donner la parole au public, parce que vous aussi, vous avez le droit de savoir des choses d'Aurore et de Marie, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux femmes qui nous écoutent, qui potentiellement se posent la question et qui hésitent encore, qui se disent est-ce que c'est vraiment fait pour moi voilà, est-ce que vous avez un conseil, une phrase type, un slogan Moi, j'en ai une belle. Pardon, je monopolise, après je te laisse la parole. Non, mais parce que justement, je reviens sur mes filles. Un jour, ma grande, elle m'a dit, à propos de quelque chose qu'elle avait fait, où je lui ai dit, ça va, ça c'est... Elle m'a dit, j'avais plus envie que peur. Et ça, je me suis dit, ok, ça, je vais le garder dans ma poche. Et à chaque fois que j'aurai quelque chose que j'ai envie de faire, je me poserai cette question-là. Et je pense que c'est une vraie question à se poser. Est-ce que vous avez plus envie que peur ? Bravo, Marie, merci. Et Aurore, vas-y, je te laisse... Et moi, je dirais que c'est pas donné à tout le monde d'être chef d'entreprise, que c'est vraiment une vocation, c'est vraiment un métier. Et que si elles ont envie, si c'est quelque chose qui les anime et qu'elles le ressentent au fond d'elles, qu'il faut le faire et qu'elles aiment ce qu'elles font, elles réussiront, c'est sûr, il ne faut pas se poser de questions. Ouais. Non, il ne faut pas se poser de questions. Le choix, c'est l'enfer. Ah bon, finalement, on se pose pas de questions. Voilà. Non, il ne faut pas se poser de questions. Le choix, ça met le doute, en fait. Ouais. Donc, quand il n'y a pas le choix, elles ont envie, allez-y, foncez. Si vous vous amusez, c'est sûr. En fait, il ne faut pas mentaliser ou intellectualiser trop la reprise en essayant d'anticiper tout ce qui va se passer. C'est, voilà, j'ai envie, je le ressens, j'y vais. Après, il y a en effet tout un système qui permet de bien choisir l'entreprise, le secteur, ou des personnes comme toi, Aurore, hein, qui a une reprise familiale. Il y a aussi, on avait normalement ce soir potentiellement une repreneuse qui avait repris l'entreprise dans laquelle elle travaillait, donc une reprise salariale, donc ça existe aussi. Je pense qu'on peut d'abord les applaudir avant de leur poser des questions. Merci. J'aime bien parce qu'on est dans un endroit on ressent de l'authenticité et encore plus avec vos témoignages, donc c'est hyper agréable. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Après, est-ce que c'est partagé ? Oui. Ouais, exactement. Qui aurait envie de poser plusieurs questions ? On a un peu de temps avant de faire intervenir nos super experts. Est-ce qu'il faut que je donne le micro ? Oui. Bonsoir et merci pour ces témoignages. Alors moi j'ai une question
pas forcément pour moi, mais je pense pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un papy qui a fait fortune dans les campings pour, pour se lancer en reprise? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'un capital forcément à investir? Je pense que c'est une question financière et pragmatique qu'on peut légitimement se poser à l'idée de reprendre une entreprise, quelle qu'elle soit. Alors, vu qu'on parle de mon grand-père, je vais répondre. Non, mais j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une autre table ronde où justement on disait oui, par rapport au montant de la reprise, il faut avoir un apport. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais partie de ceux qui avaient apporté le moins en ratio par rapport au... Voilà, donc y a monsieur qui m'a financé qui est derrière. Donc il pourra... Vous allez voir ce donc, monsieur. je sais pas, moi je pense que... Non, mais après, peut-être vous me contredirez, mais j'ai parlé avec des banquiers d'ailleurs après cette conférence et qui sont venus. Il y en a une qui est venue me voir en me disant merci pour votre enthousiasme, parce que c'est vrai qu'il y a des fois on voit arriver des gens avec des projets et on a l'impression que même eux ne croient pas à leurs projets. Alors du coup, c'est compliqué de les suivre. Et moi, je ne sais pas comment vous l'aviez ressenti, mais je suis vraiment arrivée en me disant le non, je ne l'entendrai pas en fait. J'entendrai peut-être un non mais, ou non mais il faudrait faire quelque chose, il faudrait apporter d'autres choses, il faudrait... Voilà. Mais par contre, c'est sûr que parmi toutes les raisons qui peuvent faire que je ne le ferai pas, l'argent n'en sera pas un, quoi. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Alors, ça fait un peu monde des bisounours, et voilà, mais je pense qu'il faut arriver un peu avec les dents, quoi, et dire j'ai un projet, j'y crois, ça vaut le coup, allez-y, quoi, venez, suivez-moi. Oui. Et je pense que quand on a cette énergie-là, on a des gens qui vous suivent. Et justement, dans ton cas, il y a eu la banque, il y a eu ton apport, il y a eu Initiative. Voilà, donc après, Sophie va justement présenter Initiative, mais il y a des structures, en effet, et BPI. Garantie ou garantie bancaire? Les deux, oui. Les deux, hein. Ouais. Ok. Bon, bah, Amine, tu nous diras aussi comment ça se passe. Ouais, et puis il y en a plein d'autres, en fait, des possibilités de trouver des financements. Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer tous les deux. Et voilà, et déjà, c'était un premier pas enthousiasmant où je me suis dit, OK, d'autres que moi y croient. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Mais oui. Moi, j'ai bêtement été sur Google et j'ai tapé comment faire financer. Comment chercher des... Non, mais vraiment, hein, c'est... Après, ce qui est vrai quand même, c'est que dans le monde de la reprise, pour répondre à ta question, Ludivine, c'est qu'il faut quand même un minimum d'apport. Je veux dire, on n'arrive pas comme ça en se disant j'ai pas d'argent, je vais reprendre n'importe quoi. Oui. Il y a aussi, je me permets de te couper, excuse-moi, mais j'ai repris une entreprise avec un de mes collaborateurs, un directeur général. Nous, elle était en cessation des paiements, donc il n'y avait pas de sous. Et par contre, on a pu la reprendre et il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi, dont le crédit vendeur, dont tu la remontes et tu le payes à la fin de l'année s'il y a des dividendes. Enfin, tu as quand même plusieurs solutions. Alors, oui, il y a l'apport. Moi, j'en ai pas mis du coup. Mais il y a quand même, pas sur Garonne, hein, sur une autre société dans le Vaucluse. Mais il y a plusieurs solutions comme ça qui sont éventuellement, ou si la personne a envie de te transmettre et toi, tu as envie de la récupérer. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment une telle énergie, une telle détermination où tu le veux comme ça, tu n'accepteras pas le non. Il y aura peut-être des adaptations, oui, mais il y a surtout pas mal de solutions. Et à ça, je t'encourage. Alors, évidemment, vous êtes là, vous avez certainement en parlé, mais il y a aussi d'autres possibilités à avoir aussi dans ta négociation avec ton... C'est vrai, le crédit vendeur, notamment pour les reprises salariales. Moi, j'ai connu ça. Un collaborateur qui a repris mon ancienne société à mon associé parce que j'étais partie, mais en crédit vendeur. Donc, en fait, il n'avait pas forcément les sous tout de suite, mais au fur et à mesure, il a racheté les parts de ce cofondateur. Et là, dans quelques mois, ça va être sa société. Et après, alors moi, j'étais salariée et j'ai fait une démission reconversion. Avec France Travail, ouais. Pôle emploi, peut-être à l'époque. Non, pardon. Je t'en prie. Ouais. Non, je sais pas. C'est ça. Je t'embrouille pas. Non, mais c'est un mécanisme qui est super sympa. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous disent si vous deviez toucher tout votre chômage pendant, à l'époque, moi, dans le temps, c'était 2 ans, quelque chose comme ça, vous devriez toucher tant. On va vous donner la moitié d'un coup. En capital, pour que vous puissiez... Et justement, dans le cadre d'une reprise d'entreprise où on sait que possiblement on va avoir un salaire immédiatement, où on n'a pas besoin d'avoir du chômage pendant longtemps, on peut prendre en capital. Et du coup,
aller voir la banque en disant j'ai déjà ça. Ouais, top. Merci Ludivine. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Merci de l'avoir souligné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, alors, on va passer aux structures. Vous restez là. Est-ce que vous pouvez venir à côté de moi? Ça vous va? Avec votre chaise? Ouais, on déménage. Voilà. L'idée de ce soir, en plus donc, du témoignage, c'était de vous apporter quelques notions. Et oui, parce qu'il faut le micro, tout à fait. On a assez de micro, Yacine? On a accepté d'avoir un homme. Voilà. T'as 4 sœurs? Ah bah ça va. Ça passe ou pas? Je vais vous donner mon micro après, de toute façon, pour. Donc, on va pas vous faire tomber. C'est bon? Voilà, il y a un petit ajustement technique pour ceux qui nous regardent. Toi, tu gardes celui-là, je le donnerai à Sophie, du coup, le mien. Donc, le micro, c'est pour le live, c'est pour ça. Voilà, l'idée, c'était de vous donner aussi, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont ici ce soir, une vision. Alors, comme j'ai dit, pas de tout l'écosystème de l'accompagnement à la reprise, parce que sinon, on serait bien plus ce soir. Mais en tout cas, j'ai choisi plusieurs domaines qui me semblent quand même hyper importants. Alors, le premier domaine, c'est plutôt les cadres dirigeantes qui sont en reconversion, en tout cas qui se posent la question avec l'APEC. Julie, est-ce que tu peux déjà présenter l'APEC et dire, vous, comment vous aidez justement dans ce process de réflexion et puis ensuite de reprise? Ok, avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Merci Marie et Aurore pour votre témoignage. C'était très inspirant, très sincère. La vidéo, on va la montrer à toutes les femmes qu'on accompagne et qui hésitent encore, tu sais, qui ont le petit bonhomme là, le petit imposteur là qui chuchote dans l'oreille méchamment. Alors l'APEC, l'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Notre métier, alors on est expert mais pas spécialiste. Je m'explique. Nous, on est experts des compétences cadres. Donc, notre métier au quotidien, c'est d'accompagner les cadres dans toutes leurs phases de transition professionnelle, de réflexion professionnelle. Ça commence auprès des jeunes diplômés qui veulent s'insérer sur le marché de l'emploi, aux jeunes cadres en poste qui se posent des questions. Enfin, je dresse un petit peu des clichés, mais on accompagne à la fois des demandeurs d'emploi dans la technique de recherche d'emploi, mais aussi des cadres qui sont en réflexion sur leur avenir à court, moyen, long terme. Donc, ça peut être des questions de formation, de reconversion, de création. Enfin, tout ce qui touche vraiment les trajectoires professionnelles jusqu'à la retraite. On va même aider à préparer ces transitions. Donc, effectivement, on rencontre des femmes, des hommes qui des fois, la création, la reprise, ou alors ils n'y avaient pas forcément pensé. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, on se dit, moi, j'aimerais bien créer, et on va essayer d'ouvrir vraiment le champ des possibles. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et c'est en ça que je te disais, on n'est pas des spécialistes, c'est-à-dire qu'on n'est pas des financeurs, on n'est pas des experts du business plan, mais on a tout un réseau de partenaires, et donc on va plutôt travailler sur l'adéquation. Alors, je dis souvent hommes, mais femmes, projets, mais... Et après, on va vraiment ouvrir le champ des possibles et mettre en relation avec des réseaux d'experts pour accompagner. Et on accompagne aussi des dossiers de conseil en évolution professionnelle pour reconversion. Ok. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Juste très techniquement, je suis cadre dirigeante aujourd'hui. À quel moment je vais voir l'APEC? Je vais dire comme Aurore, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Mais, non, mais quand je suis encore salarié, pas salarié, oui, peu tout importe. à fait. Aujourd'hui, on nous connaît. Souvent, j'entends, je suis en poste, je ne peux pas aller à l'APEC. Si, au contraire. Non, mais c'est vrai que ça peut être un réflexe de dire c'est un peu comme France Travail, je vais chez France Travail. Enfin, l'APEC chez France Travail. France Travail est un excellent partenaire, mais nous, on travaille vraiment sur les trajectoires. Nous, notre mission, c'est la sécurisation des parcours. Donc, au contraire, il faut venir quand ça commence à chatouiller, à questionner. Et là, on va avoir le regard d'un consultant externe qui connaît très bien le marché des compétences cadres, qui va permettre de faire ce travail de réflexion. Donc, au contraire, il vaut mieux venir nous voir quand on commence à se poser des questions. On va avoir un avis externe, expert, bienveillant, confidentiel. Oui, j'allais dire. Voilà, on ne va pas appeler l'employeur en disant non, tout est très confidentiel pour pouvoir cheminer avec le consultant et faire les bons choix. Ok, top. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question au niveau de l'APEC? On en profite. Ok. C'est
gratuit. Ah, bah voilà, dis-le. Voilà. Tu peux dire c'est- l'essentiel, non, s'il te plaît, Julie. C'est pas vrai, je mens. C'est faussement gratuit, puisque les cadres aujourd'hui du secteur privé cotisent l'équivalent d'une baguette de pain, je pense, pour bénéficier de ces services. Donc Ok. c'est préfinancé. Mais je veux Ok. dire, aujourd'hui, on est une femme cadre ou on est une femme même agent de maîtrise qui a des fonctions d'encadrement, on peut venir à l'APEC. Oui, ok. Et il y a un petit ton jeu de micro là, c'est ça? On échange, c'est ça? Non, bon, je pense que c'était important de ressouligner tout ça pour l'APEC, en effet, qu'on peut venir vous voir vraiment, même quand on est encore salarié. Ça, je pense que c'est peut-être encore trop méconnu. Ok, si on a d'autres questions, après, si ça vous revient, vous aurez l'occasion d'en poser. Merci, Julie. Amine, donc je te donne la parole. Toi, tu représentes BPI France, responsable donc innovation et crédit Côte d'Azur. C'est ça. La BPI qui aide énormément dans le cadre de la reprise. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, quels sont les différents leviers? Bonsoir à tous. Merci Sybille et merci pour vos témoignages inspirants, effectivement. BPI France, pour ceux qui ne connaissent pas BPI France, c'est Banque publique d'investissement. On est détenu par l'État et la Caisse des dépôts à parts égales, donc directement et indirectement l'État. Vous connaissez tous les banques classiques que vous voyez un peu partout. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu normal parce qu'on n'a pas des agences un peu partout. On a une seule agence un peu dans les grandes villes. On a 50 implantations et on accompagne uniquement les entreprises, de la création jusqu'aux grands groupes, en passant par essentiellement, le plus gros de ce qu'on accompagne, ce sont les TPE, les PME. Nos priorités, nos plans stratégiques depuis quelques années aujourd'hui, c'est accompagner les entreprises, mais parmi le top 3, on va dire, des sujets qui nous animent aujourd'hui, c'est la transmission. La transmission, pourquoi? Parce que le tissu économique français est composé de beaucoup de TPE, on le sait, on l'entend de plus en plus dans les conférences, etc. On estime à 370 000 entreprises qui vont passer la main d'ici 2030, c'est énorme. Donc, ce sont des millions d'emplois derrière. C'est un savoir-faire où il y a un risque que ce ne soit pas bien transmis. Donc, nous, on a lancé un plan sur plusieurs années pour accompagner à la fois les entreprises, les dirigeants, les dirigeantes qui cèdent, mais aussi les repreneurs, les repreneuses, cadres, repreneurs dans le cadre d'une entreprise familiale, reprise par un salarié, etc. Ok. Peut-être je dis deux mots sur concrètement comment on accompagne le plan transmission. Pour être le plus concret possible, il faut retenir 3 choses. On sensibilise, c'est ce que je fais un peu ce soir. Et tu es toujours là. Et Ouais. j'essaie d'être là pour faire savoir en tout cas ces dispositifs qui sont accessibles. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, effectivement, pareil, quelle que soit la maturité de votre projet. On sensibilise. Si je dois donner 2 outils concrets, le premier, c'est PassCréa. C'est-à-dire, on a un site, vous tapez création BPI France, c'est un site internet qui est très riche en outils pour vous aider à bien poser votre projet, à faire votre business plan, à trouver les bons contacts dans vos régions, des financeurs, des structures d'accompagnement, etc. Donc, retenez création.bpifrance.fr. Le deuxième, c'est la bourse des entreprises. C'est une plateforme qui met en relation à la fois les entreprises qui souhaitent céder la main, enfin qui souhaitent vendre, et des personnes qui recherchent une entreprise à reprendre. Donc, on rentre les critères, l'implantation géographique de l'entreprise, etc. Il y a des annonces et on peut contacter directement le vendeur ou la vendeuse ou l'intermédiaire, etc. C'est comme un site d'agence immobilière. Peut-être je dis un scoop aujourd'hui parce qu'on va faire évoluer cet outil. On va en faire un peu le Tinder pour faire rencontrer entre C'est un scoop, ça, ouais. les repreneurs et
et les cédants. Ok. C'est-à-dire, même le repreneur, il peut mettre son projet de reprise. Je souhaite reprendre une entreprise dans tel secteur, telle taille. Il y a un match qui est fait du coup avec. Et il y a un match, effectivement, parce que le cédant aussi, c'est pas uniquement une histoire d'argent. C'est aussi, en tout cas, on a fait une étude qui est d'ailleurs disponible sur BPI France Le Lab, où on fait beaucoup d'études. Et c'est pas ce qui sort en premier, le financement. C'est vraiment le match qui se fait entre le vendeur et le cédant. Voilà, donc 2 outils à retenir sur cette partie sensibilisée. Ok. Évidemment, on est une banque, donc on finance. On peut financer les reprises d'entreprise. On a toujours une notion de cofinancement, c'est-à-dire qu'on va venir aux côtés de votre banque pour reprendre les titres d'une société. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas... On ne va pas rentrer dans les côtés techniques. Voilà. Mais donc, on peut financer des reprises d'entreprise. Ouais. Si vous avez un projet, venez nous voir. Et aussi, on peut garantir votre banque. C'est effectivement le schéma. On peut faire les deux en même temps. Ça, c'est financé. On peut aussi rentrer au capital aux côtés d'investisseurs, toujours. Quand on a un super profil qui a une expertise dans un secteur, mais qui n'a pas suffisamment d'apport, justement, on peut soutenir, nous, derrière, parce qu'on croit en le projet du repreneur, pour amener cette partie apport qui va équilibrer avec la partie endettement. Et finalement, on accompagne. On a un réseau de 400 consultants externes qui vont aider à soit vous épauler sur les 100 premiers jours, justement, les fameux. Soit côté cédant, bien préparer la transmission, parce que souvent, parmi les 370 000 entreprises qu'on avait interviewées, à peu près 1 sur 2 n'avait pas encore préparé son projet de reprise. Et donc, si on ne l'a pas préparé, de cession, on ne risque pas d'avoir de personnes qui vont venir nous solliciter. On ne sait pas ce qu'on veut, en fait. Donc, on peut vous aider à préparer le projet de cession. Et finalement, très peu préparent ce projet-là. Pas assez. Si, il y en a. J'ai l'impression que, justement, ils vivent cachés, les cédants. Ouais. Oui, je confirme. Mais on a remarqué sur cette étude qui est très riche, mais il y a beaucoup de chiffres, je n'ai pas tout retenu, mais en tout cas, plus on avance dans l'âge, moins on prépare. Oui. Et c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qui doit se faire. Et finalement, on a remarqué aussi qu'il y a 20 ans, les dirigeantes qui avaient l'intention de céder avaient l'âge de la retraite, etc. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est la quarantaine maintenant, c'est ça C'est tout âge, en fait. Il n'y a pas une corrélation entre l'âge et la volonté de céder. Oui. Donc, cette étude est très bien faite et elle nous donne On la retrouve où, cette étude ? Sur BPI France Le Lab. Okay. C'est la dernière qui a été faite. Mais en tout cas, elle est très riche et si vous avez un projet soit de reprise, soit de cession, vous pouvez vous enrichir un peu sur ça. Après, l'accompagnement, c'est avec vous, avec nos partenaires. Oui, je parlerai des structures d'accompagnement après, voilà. Pour la couche. Okay. Top. Merci Amine, c'était très complet. Top. Sophie. Le micro. Je parle pour la caméra. Voilà, pour la caméra, exactement. Alors, bien évidemment, présenter Initiative Nice Côte d'Azur, comment aider à la reprise. Et si tu as, pourquoi pas, une illustration d'un dossier. Alors, j'ai fouillé pendant que vous parlez. Hormis Marie, bien évidemment, mais un autre dossier que tu as envie de nous partager. Ouais. Alors, Initiative, c'est un réseau d'associations qui existe partout en France et dans 30 pays à l'étranger, qui a été créé il y a plus de 30 ans. Avec l'objectif principal, à l'époque, le taux de chômage était très élevé. Donc, l'idée, c'était d'accompagner des créateurs d'entreprises au tout début, puis des repreneurs, et notamment ceux qui aimeraient entreprendre, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'apport personnel, parce qu'ils ont peu d'apport personnel. Et donc, ça, c'est le prémisse d'Initiative. Maintenant, on a développé tout un tas d'outils, d'accompagnement, et on a en fait... chez nous, actuellement, à peu près 40% de reprises, 60% de créa. Donc, ça
ça s'est bien équilibré. Mais les prémices de l'association, c'est ça. Et avec l'idée derrière, très simple, et cet outil génial qui n'existe qu'en France, et maintenant dans les 30 associations qu'on a à l'international, qui s'appelle le prêt d'honneur. Donc le prêt d'honneur, c'est un prêt qui est fait à la personne à 0%. Oui, je sais, c'est pas un modèle économique très viable, et sans garantie personnelle. Donc c'est un prêt qui va faire ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai peu d'apport personnel, je vais rajouter le prêt d'honneur, il va rentrer dans les quasi-fonds propres, ou parfois même certaines banques les considèrent comme des fonds propres, ça va renforcer les fonds propres du créateur ou du repreneur, ça va permettre d'aller faire un levier de financement derrière, et ça va aussi financer de la trésorerie que la banque ne finance pas la plupart du temps. Donc ça, c'est le métier, vraiment le cœur du métier d'initiative. Autour de ça, parce que comme le modèle économique est... Bon, voilà quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait que perdre de l'argent. On va pas le challenger ce soir. On essaye d'en perdre le moins possible. On en perd très peu. On a 5% de pertes. Donc c'est pas énorme. Mais bon, malgré tout. Donc on s'est outillé autour pour accompagner les repreneurs d'entreprises et les créateurs aussi dans ce projet en expertisant le projet avec des regards croisés. Donc c'est en fait un comité d'agrément. D'abord, il y a toute une instruction de dossier, un petit peu comme à la banque, mais on passe quand même presque 11 heures avec un porteur de projet de reprise avant qu'il passe en comité. Donc c'est solide. On va challenger les business plans, on va challenger les bilans de la boîte à reprendre. On va vraiment s'assurer que ça soit solide financièrement, que le prévisionnel de trésor fasse du sens, que le porteur de projet il soit à fond derrière son projet et qu'il ait bien compris les enjeux aussi de la reprise, là en l'occurrence. Et je pensais à quelque chose sur les profils de repreneurs, j'y viendrai après. Et puis après, il passe en comité. Et ce comité, il est composé de gens qui sont bénévoles, qui n'ont pas d'enjeu, et qui ont des regards croisés. Un avocat, un expert comptable, un chef d'entreprise, un banquier, un assureur, par exemple. Donc, ils vont apporter chacun un angle de vue que, par exemple, un banquier n'a pas nécessairement, puisque lui, il a son angle à lui. Donc, les banquiers adorent ça. Et en fait, un projet qui est cofinancé, puisqu'on fait du levier de financement, on ne vient pas se mettre à la place du banquier, on vient en levier de financement, c'est très apprécié par le financeur ultime. On a des fonds de prêt à nous, un petit peu. On a le partenariat avec la BPI qui fait qu'on va aussi, en fait, pour vous, pour le porteur de projet, c'est transparent, mais on va aller faire du levier de financement BPI. Donc, on va activer les dossiers. C'est nous qui allons gérer les dossiers d'instruction d'un prêt d'honneur et les garanties derrière. Et en fait, ça va être un package. Voilà. Des exemples, alors je fouillais parce que je cherchais j'avais que des noms d'hommes, alors c'est terrible, alors qu'on a... Oui, mais statistiquement, oui, c'est normal. Non, ouais. mais non, parce que dans nos prêts d'honneur cette année, on est à 45% de femmes et le reste en hommes. Donc on est loin d'être... Ah ok, mais en reprise, tu as le chiffre? Et en reprise, non, je l'ai pas là. Mais j'ai pensé à deux exemples cette année qui étaient des jolis projets. Il y en a un qui est une miroiterie qui existe depuis 1987, que peut-être vous connaissez à Nice Nord, qui s'appelle la miroiterie Alexandre, qui a été repris par une jeune femme qui vient pas du tout de la miroiterie. Ouais. C'est une reconversion professionnelle, un peu comme Marie. Un joli projet, une fille très humble face au projet, qui a vraiment bien... Alors, elle a un très gros background en financier, donc elle est à l'aise avec ça. Et elle s'est dit, bon, en revanche, la miroiterie, j'y connais rien. Donc, elle a fait un petit peu le même pari, c'est-à-dire de vraiment faire une collaboration avec son équipe. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Toute l'équipe est solidifiée autour. C'est une équipe qui existait déjà là, qui l'a vu arriver. Et ça se passe bien. C'est une belle reprise. Oui, oui. Et puis après, il y en a une autre. Alors moi, elle est chère à mon cœur parce c'est vraiment une belle histoire. C'est une pâtisserie, si vous connaissez, à Cagnes-sur-Mer, qui s'appelle Rex, qui est alors c'est une pâtisserie qui a 100 ans, 90 ans. Vraiment, c'est une institution de Cagnes-sur-Mer qui a été reprise alors par un jeune couple, mais la jeune femme est complètement, enfin c'est vraiment c'est une équipe. Et ils ont 23 ans. L'histoire derrière la reprise, elle est extraordinaire. Mais bon, cette jeune femme, elle a l'air de pas y toucher.
Mais elle lâche quand même au fur et à mesure qu'on lui pose la question ce qui s'est passé depuis la reprise. Donc ils ont repris la pâtisserie l'année dernière. Ils ont fait plus 40%. C'est une institution. Hein. C'est que normalement, une boîte qui a 80 ans, arriver à tant de croissance, c'est pas donné à tout le monde. Et il y avait un local en face. Donc ils ont respecté complètement la marque et l'univers de la pâtisserie. Ils n'ont pas changé, les recettes. Ils ont juste fait un petit peu plus de. Ils ont insisté un peu sur le flan parce que c'est à la mode le flan actuellement, mais ils ont gardé les codes de la pâtisserie. C'est un peu comme Auer dans le Vieux-Nice, vous voyez la confiserie Auer. Non, ça, oui. Mais ils ont 23 ans, donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre notre pâte à nous, quoi. Et ben, ils ont pris le local d'en face, ils sont en train de faire un café et un truc formidable. Donc en un an, même pas, en 18 mois, ils sont passés de... Le jeune homme travaillait dans la pâtisserie, ils rachètent la boîte, ils augmentent le chiffre d'affaires de 40% et incroyable. Ils rachètent une boîte en face. C'est pas mal. Et juste par curiosité, les 2 dossiers, c'était, ils ont dû chercher l'entreprise, c'était une opportunité parce qu'on leur a parlé. La miroiterie, oui. Elle cherchait à reprendre, elle ne voulait pas créer. Donc elle a prospecté pour trouver. Okay. Elle a été accompagnée par la CCI, elle l'a trouvée par le biais de la CCI. Moi, je l'ai rencontrée dans un jury de la CCI. Elle a cherché la bonne reprise. Les autres, non, c'était une opportunité et c'est une belle histoire parce que c'est un jeune homme qui était apprenti dans cette pâtisserie. Le patron voulait vraiment la lui céder. Donc c'est une reprise salariale finalement. Parce que... il ne pouvait pas la financer. Son papa voulait l'aider à la financer, mais il ne pouvait pas la financer. Son papa est décédé et la maman a donné l'assurance vie de... Je vais vous faire pleurer, mais c'est vrai. J'ai des frissons. C'est magnifique. Oh, et voilà. Et ça a été avec le prêt d'honneur, ça a été les fonds. Un beau destin, okay. C'est magnifique. Ouais. Okay. Ouais. Et ils sont vraiment, c'est des bonbons, quoi. Et c'est elle le chef. Ouais. Lui, c'est le pâtissier et elle, c'est la boss, quoi. Ok, top. Ouais. Merci Sophie d'avoir partagé ces dossiers parce que ça donne du coup du concret supplémentaire. Alors justement pour compléter, juste avant de terminer, vous avez parlé d'accompagnement. Il y a en effet d'autres structures. Alors on a entendu la CCI. Il y a également l'IRCE, il y a également le CRA, il y a les Premières Sud, qui permet de rajouter justement de l'accompagnement, de la formation, de la montée en compétences. Alors, je vais un peu parler des Premières Sud parce que c'est ce que je maîtrise le plus aujourd'hui, mais nous, on crée des collectifs de femmes futures repreneuses. On les coach, on les forme, on les aide à prospecter. C'est pour ça que je demandais de savoir s'il y avait eu de la prospection. Pour leur redonner aussi le pouvoir de ce process de reprise. C'est important aussi parce que quand on travaille avec des avocats, des experts comptables, des banquiers, parfois on se laisse porter par leur analyse. Et là, le fait de les monter en compétences, c'est finalement ces femmes qui vont se dire ok, c'est moi qui vais négocier, c'est moi qui vais... mieux valoriser le rachat, c'est moi qui vais gérer demain ma boîte et donc on travaille beaucoup sur cette partie formation. Et en parlant de collectif, on a deux repreneuses qui aujourd'hui sont dans la même promo et sont en train de racheter une boîte ensemble alors que c'était pas du tout prévu. Elles étaient chacune arrivées dans la promo et finalement elles s'entendent bien, ça matche bien, elles avaient la même cible et là elles sont à LOI, elles ont une LOI et elles sont en train de racheter une boîte ensemble. Donc c'est aussi ça la part aussi de s'entourer d'un écosystème qui est dans cette réflexion de la reprise. Je peux rajouter un truc ? Oui. Je pense à quelque chose sur les profils, parce que tout à l'heure, tu disais, à propos des profils, du profil dans le BTP, qui est... tu t'es mis tout de suite dans le bain, en fait. Et j'ai remarqué, récemment, on a un petit peu de casse sur les reprises, et c'est quasiment toujours le même profil. Donc, je pense que j'en tire un début de leçon, si ce n'est de conclusion. Et c'est un profil souvent ex-cadre, supérieur, qui rachète une boîte. Oui, mais c'est important. Qui rachète une boîte dans un domaine qui n'est pas nécessairement le sien, en se disant, bon, je vais mettre en place des process. C'est une boîte qui fonctionne, c'est une TPE qui fonctionne. Moi, je vais mettre en place les process, je vais gérer, je vais administrer la boîte. Et en fait, non. On n'administre pas une TPE. On rentre dans la TPE et on met les mains dans le cambouis
et on découvre des trucs et l'équipe elle vous suit ou elle vous suit pas et il faut voilà. Et ça c'est un profil vraiment risqué qu'on retrouve assez régulièrement maintenant dans les boîtes qui se portent pas bien. Et c'est triste parce que ça casse une boîte et ça casse aussi le projet du porteur. Je sais pas si vous avez rencontré des cas comme ça, mais nous, on en a quelques-uns sur les projets de reprise notamment. Oui, en fait, ils le voient plus comme un investissement en se disant je vais apporter en effet une compétence plutôt gestion, mais je vais pas les mettre les mains dans le cambouis et finalement, je vais pas être sur le terrain. Oui, peut-être qu'ils pensent qu'ils vont mettre les mains dans le cambouis, mais c'est un autre profil. Donc, je vais optimiser ce qui existe. Et en fait... Mais par exemple, cette jeune femme avec la miroiterie Alexandre, elle a pas ce profil-là. Ah oui, elle a compris, ok. même si elle vient d'un domaine complètement... Elle a compris qu'il fallait d'abord, elle aille vraiment comprendre le métier, vivre le métier. Elle n'a pas cherché en tout cas jusqu'à présent, et dans son projet, ce n'était pas le cas, elle n'a pas cherché à optimiser la boîte. Elle a cherché à comprendre la boîte. Oui, donc ça, c'est un des critères sur lesquels vous faites attention. Vous voulez dire quelque chose ? Oui. Je voulais juste mettre de l'eau à ton moulin parce que, alors moi je parle du BTP parce que je connais, mais en l'occurrence ça peut se mettre à toutes les sociétés. C'est vraiment sur le chantier qui est le cœur du métier. C'est là qui va faire vivre la boîte. C'est là où on va retrouver de l'argent. C'est dans les chantiers. C'est pas dans l'administratif. Malheureusement, j'adore mon équipe administrative. Elle est vraiment au top. Mais s'il y en a une qui doit partir avant les autres, ce sera elle. Ce sera pas les chantiers. Pas l'opérationnel. Merci. Alors, j'ai juste oublié aussi Réseau Entreprendre qui accompagne aux 100 jours justement de la reprise aussi. Donc, pardon Annabelle, si tu m'entends. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Parce qu'on a une demi-heure de retard quand même. Mais oui, vas-y. Merci à tous, du coup. Juste vous demander, on entend beaucoup, et c'était un peu le discours... liminaire, c'était de dire attention les femmes, il faut avoir confiance, il faut se jeter à l'eau. J'ai un peu une question, est-ce que les cédants cèdent aux femmes ? C'est-à-dire est-ce que quand on est... Ils cèdent à qui les paye. Hein. Je posais juste la question, oui, parce qu'il y a quand même aujourd'hui des chiffres qui peuvent alerter. Et est-ce que les femmes ont des facilités pour reprendre ? Est-ce qu'il y a encore un plafond de verre ? Parce qu'on n'est que sur le côté il faut avoir confiance en soi, allez-y. Moi je connais plein de femmes qui attendent que ça aussi. Et parfois, elles ont des murs en face. Donc, je voulais savoir si dans le cadre de ces reprises, il y avait aussi ces difficultés-là pour les femmes qui veulent se lancer. Je ne pensais pas que c'était disruptif comme intervention, mais je... Moi, de ce que je peux voir autour de moi, j'ai tout de même l'impression qu'il y a plus de femmes qui n'osent pas que d'hommes qui ne veulent pas céder aux femmes. Et je pense que la réponse cinglante est très vraie. C'est-à-dire que les cédants cèdent à qui paye, finalement. Et encore, moi, j'ai racheté à quelqu'un qui avait à cœur que les choses se passent bien, parce que c'est un petit milieu et que voilà. Mais je pense que concrètement, quand on arrive à l'âge de la retraite et qu'on veut... profiter des quelques années qui nous restent. S'il y a quelqu'un qui est motivé, on y va, quoi. Par contre, en revanche, oui, les femmes souffrent d'un gros syndrome de l'imposteur, dont on a vaguement parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a plus de travail à faire là que dans une sorte de misogynie qu'il y aurait. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et que, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de stats, c'est plus ça. Statistiquement, les femmes... ont souvent moins d'ambition économique. C'est-à-dire que je fais attention. Non, mais pas d'ambition. Comment exprimer le truc ? N'exprime pas, en fait. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'elles préfèrent la créa parce qu'elles vont démarrer avec un truc petit, avec moins de croissance, avec des choses comme ça. Donc, normalement, quand on rachète une entreprise, on a déjà un plan de financement qui est plus ambitieux, qui est plus lourd, avec du chiffre d'affaires derrière qui est déjà existant. Donc, il y a un risque auquel les femmes, si on peut, et on le voit de moins en moins, puisque nous, encore une fois, on finance 45% de femmes. Donc ça veut dire que quand même, ça a beaucoup changé tout ça. Mais les femmes auraient tendance à aller un petit peu moins sur des gros plans de financement. Dans ce sens-là, oui. Mais dans le sens inverse, pas du tout. Enfin, à part si le type est... C'est pas un chef d'entreprise. S'il n'a pas envie de vendre à cause du fait que ça soit une femme en face de lui, tu vois.
Oui. Mais c'est vrai que les femmes ont une aversion au risque qui est très différente des hommes. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Donc j'ai tout bien écouté, hein. Moi je suis venue un peu de loin, mais j'ai un vrai projet. Et de tout ce que j'entends, a priori c'est compliqué de se faire financer si on n'a aucun apport. Puisque tout le monde, si j'ai bien compris, tout le monde se repose un petit peu sur tout le monde, mais à la base il faut quand même arriver avec sa petite enveloppe et dire bon ben voilà, j'ai quand même une base. Voilà. Mais... T'as zéro apport ou t'en as un petit peu? Non, pour l'instant j'ai 0. Ok. Et donc, je cherche pas j'ai pas besoin d'une grosse somme. Je suis dans le cadre d'une reprise familiale, donc voilà, c'est un métier que je connais par cœur. Je fais que ça depuis 30 ans. Ah, c'est une reprise familiale déjà. Ouais. Oui. Mais malgré tout, ma maman va pas partir avec rien, et c'est normal. Et voilà, sauf que moi aujourd'hui, j'ai pas d'apport à mettre dans cette reprise. Et j'ai bien écouté aussi la question initiale sur les frères et sœurs qui m'intéressait beaucoup. Et donc voilà, donc de tout ce que j'écoute, pour moi, tout le monde se repose un petit peu sur tout le monde en disant si vous arrivez avec un petit peu d'argent, on va tous vous aider. Si vous arrivez avec rien, bon bah désolé, mais on n'est pas là. Alors, je pense que dans la reprise familiale, c'est différent. En effet, il n'y a pas de réponse claire ou une règle sur la quotité apport-crédit. Certes, la reprise familiale, on est moins regardant sur le niveau de l'apport, on va dire ça clairement, mais il faut que préserver la continuité de l'entreprise. On ne va pas mettre en risque parce qu'en fait, si l'entreprise s'endette, si la personne qui rachète s'endette à travers une entreprise pour acheter les titres, il faut que la rentabilité de l'entreprise soit suffisante pour pouvoir payer ses dettes. Donc l'équilibre se fera par rapport à ça. On a déjà financé des reprises d'entreprise avec zéro apport, hein, mais sur des cas très spécifiques où la personne, soit elle était déjà dans l'entreprise, soit elle est dans la famille, il y a un projet de développement. Ça repose aussi sur des économies de charges futures parce que globalement, quand une personne part à la retraite, j'espère pour cette personne qu'à la fin de sa carrière a un bon salaire. Donc, la personne qui reprend accepte de se payer moins. Donc, cette différence permettra de payer toute partie de... Donc, c'est en fonction du projet et après, les mécanismes qui peuvent compenser ce manque d'apport existent, comme effectivement, ça rejoint la question de tout à l'heure. Les banques, d'un point de vue financier, on considère le prêt d'honneur comme un apport, hein, parce que c'est la personne physique qui va l'injecter, mais c'est elle qui est responsable personnellement pour le rembourser. Il y a le mécanisme de crédit vendeur. Après, il faut que le vendeur vous fasse confiance parce que vous allez le rembourser sur plusieurs années. Voilà. Après, on peut apporter, pas forcément de l'argent, apporter quelque chose, une propriété intellectuelle, une machine, des actifs qui peuvent être valorisés, bref. Ça s'étudie, quoi. Ça s'étudie. Oui, peut-être qu'on on a mal expliqué, mais il est quand même tout à fait sans apport aucun, c'est très difficile, c'est toujours compliqué. Ça l'est encore plus à la création, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de capital social, donc c'est voilà. Mais c'est possible, et le mécanisme du prêt d'honneur est fait pour ça, justement. Il est fait pour aller le chercher. Récemment, on a fait on a accompagné un repreneur qui était, il était employé dans la boîte. Au bout d'1 an ou 2 ans dans la boîte, il a dit à son patron, je vais racheter ta boîte. Et il avait très peu d'apport. Il avait une boîte en face de lui avec 25 personnes. Donc c'était une belle boîte avec un beau chiffre d'affaires. C'est une grosse reprise. Et il a été financé avec, je ne veux pas dire de bêtises, mais avec vraiment très, 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 très peu d'apport. Je ne veux pas dire de bêtises, mais sur un plan de financement à 2 millions d'euros, il a mis peut-être 10 000 euros. C'est pas beaucoup d'apport. On dit souvent que le minimum d'apport, c'est entre 10 et 20 000
pour commencer à réfléchir en effet à une reprise. Nous, on est allé rajouter 20 000 € ou 25 000 € de prêt d'honneur. Il est allé chercher une garantie chez France Active et il a fait le levier. C'était une belle boîte, c'était une boîte qui fonctionnait bien. Il était employé dans la boîte, donc il avait un historique. Mais il a fait valoir tout ça et surtout, il avait cette espèce de ténacité. C'est-à-dire quand il est venu montrer son projet, les gens ont cru en lui. Il avait un petit peu d'apport, mais c'est rien par rapport au plan de financement. Donc c'est encore possible. Ah bah voilà, c'est exactement ça. Mais on est complémentaires. C'est pas forcément que ça s'empêche, mais on est complémentaires. Top. Alors, je ne vais pas pouvoir donner une énième question parce qu'il est déjà 9h10 et qu'un apéro nous attend si vous restez encore avec nous. Alors, pour ceux qui sont en live, on pourra chiner avec vous si vous avez peut-être une bouteille dans votre frigo. En tout cas, je voudrais qu'on applaudisse très fort tous les intervenants ce soir. Merci. Voilà. C'était très riche. Je voudrais qu'on applaudisse aussi Yacine qui est derrière les caméras et qui nous permet aujourd'hui d'avoir le live. Merci beaucoup Yacine. Marie, bien évidemment, et toute ton équipe d'être là ce soir avec nous. Donc merci à vous. Et donc c'est grâce au live justement, on va avoir aussi un replay, on pourra faire des capsules. Donc ça sert aussi à ça ce soir. Donc vraiment merci d'avoir été présent. Merci au public. Et je vous invite à rester pour boire un verre et manger. Merci. À bientôt.